Donc bonjour, merci de participer à cet atelier pour la présentation des retours sur l'utilisation d'IDEO-CM par nos clients de La Réunion, donc c'est le GCS Thesis. La présentation se déroulera essentiellement sur la présentation donc, du projet de la plateforme OIS, et puis après on fera en fonction du temps qu'il y a et avec des échanges que vous aurez avec Aurélie, on fera une revue sur la roadmap du produit et puis un point sur le PPCS, qui est donc le nouveau plan personnalisé dont la HAS a sorti une proposition courant mois d'août. Voilà. Donc juste pour vous resituer un petit peu le produit par rapport à l'alignement de la stratégie nationale, donc on est sur un produit de parcours multi-modules, donc qui peut être adapté en fonction des différents parcours que vous pouvez avoir. Avec une plateforme de production de soins, on va pouvoir avoir des liaisons qui vont se faire sur la partie admission, sur la partie prescription, et ainsi de suite. Et puis surtout les liaisons vers les services numériques sur lesquels on va retrouver donc le DMP, bien sûr, la partie messagerie sécurisée, hein, donc ce sont déjà les deux produits qui sont sur lesquels on se connecte. Et puis il va y avoir toutes les parties des prescriptions et les autres services numériques qui vont arriver. Donc on est sur une plateforme qui est donc complètement interopérante avec le milieu sur lequel on évolue, et donc des parcours qui vont être complètement paramétrés en fonction des usages qu'on peut avoir au niveau territorial ou même au niveau des établissements et des GHT. Bonjour à tous, donc Aurélie Céleste, du coup Frédéric a remis mon CV. Moi j'étais consultante sur Paris pendant une dizaine d'années dans le milieu de l'énergie avant de rentrer à La Réunion, donc chez moi, où après un passage par un cabinet de conseil, j'ai intégré le GCS Thesis, donc le grade de l'océan Indien, où j'interviens sur le dossier de coordination qu'on a appelé chez nous OIS 360, donc sur lequel j'avais travaillé à l'initialisation dans le cadre du programme TSN en tant que consultante et ensuite en tant que chef de projet en interne dans le GCS. Du coup, alors rapidement, je vais essayer de vous présenter un peu ce qu'on a mis en place et avec quel objectif et comment on a envisagé du coup ce dossier de coordination, quelles sont les fonctionnalités principales qu'on a mis en place et puis les freins et les leviers qu'on a pu rencontrer au déploiement de l'outil, les usages, donc aujourd'hui quels sont nos utilisateurs et un peu vous donner un ordre d'idée des usages sur le terrain, les perspectives et puis surtout la partie démo pour vous montrer un peu à quoi ressemble notre outil. Donc l'outil a été pensé comme un outil régional d'appui à la coordination à destination des professionnels de santé, des réseaux et de tous les dispositifs de coordination quels qu'ils soient, afin de centraliser à un seul et même endroit et surtout de façon sécurisée toutes les informations qui concernent le patient. Aujourd'hui, on a mis en place un accompagnement de proximité pour accompagner ces utilisateurs et surtout essayer de leur proposer un outil qui corresponde à leurs besoins et à leurs spécificités. Pour reprendre un petit peu l'historique, donc la plateforme OIS ainsi que notre outil de coordination OIS 360 ont été lancés en août 2016 dans le cadre du programme TSN. Donc on a débuté en août 2016 par une phase d'expérimentation avec 80 médecins généralistes qui ont été formés et accompagnés avec des points d'étape tous les mois pour évoluer et faire évoluer l'outil en fonction de leurs besoins et de leurs usages. Cette expérimentation a duré 3 mois et à l'issue de ces 3 mois, les premiers constats ont été assez nets, à savoir que ce qu'on avait envisagé nous, à savoir d'ouvrir un outil de coordination pour les médecins traitants, pour les médecins généralistes, au cœur de la coordination,
ne correspondait pas du tout aux attentes du terrain. C'est-à-dire que les médecins sont intéressés par les données, mais ne sont pas du tout producteurs de données. Clairement, ils n'avaient pas le temps de se connecter à un outil autre que leur logiciel de cabinet pour renseigner des informations de coordination. Ce qu'ils avaient besoin, eux, c'était de récupérer les informations issues des différents professionnels et pas de prendre du temps en dehors du temps de soins pour renseigner des dossiers. À l'issue de cette expérimentation, du coup, on a revu aussi un peu, nous, notre cible. On avait commencé donc, en juillet 2017 par une expérimentation caté-ADOM qui était portée par les URPS infirmiers. C'était pour la pose de cathéter en sortie d'hôpital. Donc c'est une expérimentation qui a duré 2 mois, si je ne dis pas de bêtises, 2 mois, voilà, portée par les URPS, vraiment en partenariat avec un des hôpitaux de La Réunion. Donc sur cette cible-là beaucoup plus petite, qui nous a permis aussi, nous, de continuer à travailler en parallèle sur réellement la partie cible et comment est-ce qu'on allait un peu réorienter l'outil par rapport à ce qui était prévu. À l'issue de cette phase, donc en janvier 2018, on démarre avec donc RunAppui, qui est l'équipe opérationnelle de la PTA. Je reprendrai un peu par la suite l'écosystème, un peu comment aujourd'hui s'est structurée la PTA chez nous avec les réseaux de santé, qui est beaucoup aussi un peu à l'origine de comment on a construit l'outil. Donc, comme je le dis là, en fait, aujourd'hui, suite à cette expérimentation, le choix qui a été fait chez nous est de proposer cet outil de coordination au réseau et au dispositif de coordination. Parce qu'au final, ce sont ces opérateurs, dont c'est le cœur de métier de faire la coordination, qui ont ce besoin réel d'utiliser un outil de coordination. Parce qu'aujourd'hui, les gestionnaires de cas et les coordonnateurs de parcours sont ceux qui vont faire ce travail de récupérer les informations et de mettre à disposition ces informations pour les autres professionnels et notamment pour les médecins traitants. Du coup, on a réorienté un peu notre déploiement sur ces cibles-là, sachant qu'en parallèle était en train de se monter, comme dans toutes les régions, la PTA. Et que cette PTA aujourd'hui s'appuie, donc cette PTA s'appuie sur 7 réseaux qui sont composés, on le verra par la suite, voilà, de réseaux qui sont sur des secteurs bien différents. Donc on a des Maya, on a Saomé qui est un réseau sur tout ce qui est addiction, on a la périnatalité et puis le réseau pédiatrique et le réseau Réucar qui commence donc en mars 2018, qui est un réseau qui s'occupe de tout ce qui est maladie rénale. Donc du coup l'outil s'est aussi construit en parallèle de cette PTA qui était en train de se structurer et qui s'appuie sur des réseaux qui donc étaient nos premiers utilisateurs, demandeurs d'un outil de coordination. Donc au courant de l'année 2018 et encore sur 2019, du coup, on déploie l'outil sur ces 3 composantes de la PTA, à savoir l'équipe opérationnelle de la PTA, le réseau Réucar et le dispositif Maya. À l'issue, donc fin 2018, le dernier réseau a intégré l'outil, donc et le dispositif Maya, donc qui s'occupe des personnes âgées en perte d'autonomie. Et on poursuivra en 2019 avec, on le verra dans l'outil, avec des évolutions attendues par ces différents réseaux sur l'outil. Et puis une expérimentation nationale aussi sur l'insuffisance rénale qui sera portée par un des réseaux déjà dans le dispositif. Et pour la dernière brique, on est actuellement en train de mettre en place le module Data Analytics pour toute la partie BI, pour tout ce qui est indicateur. On fait la formation des équipes métiers la semaine prochaine. Rapidement, j'ai repris un petit peu les fonctionnalités qu'on a mis en place dans l'outil, sachant que de toute façon, je ferai une petite démo par la suite, parce que ce sera plus simple pour visualiser un peu. C'était juste pour rappeler que l'avantage de ce dossier de coordination, c'est que
il est personnalisable en fonction des spécificités de chacun. C'est-à-dire qu'avec ces différents réseaux qui sont sur des pathologies différentes, on a pu mettre en place des outils qui correspondent à leurs besoins et à leurs spécificités en leur proposant des fonctionnalités qui leur sont propres. Alors, il va y avoir des choses qui seront communes, l'équipe de prise en charge ou l'agenda, ou l'accès aux documents sont des éléments qui sont nécessaires pour chacun des réseaux. Et puis après, on va avoir des choses un peu plus spécifiques, comme le PPS ou le PSI, ou encore des évaluations qui seront là propres vraiment à chacun des dispositifs. Pour resituer un petit peu ce qui a été mis en place et comment on l'a envisagé, nous, à La Réunion, ce qui a été mis en place, c'est donc ce socle un peu urbanisé avec la plateforme régionale qui contient aujourd'hui, entre autres, parce qu'il y a toute une partie socle, mais qui va contenir donc tout ce qui est dossier de parcours OIS 360, dont on verra ensuite la démonstration. Lien, qui est aujourd'hui l'interface qui permet d'accéder à notre entrepôt de données, donc où on va récupérer tout ce qui est compte-rendu des hôpitaux et depuis peu aussi les images des cabinets d'imagerie. Cette partie-là, lien, qui est accessible indépendamment d'OIS 360, qui est aussi la plateforme très utilisée aujourd'hui par les médecins généralistes parce que ça leur permet de récupérer tout ce qui est compte-rendu hospitalier. La messagerie sécurisée qu'on propose aussi via cette plateforme régionale. Aujourd'hui, comment c'est utilisé? Comme je le disais, il y a la PTA et ses différentes composantes qui sont aujourd'hui ceux qui vont créer des dossiers, qui vont être à l'origine des dossiers et de la prise en charge des patients. Et à travers ces dossiers qui vont être créés au niveau de la PTA, les coordonnateurs de parcours vont alimenter des équipes de prise en charge et via ces équipes de prise en charge vont faire intervenir d'autres types de professionnels, des médecins généralistes, des médecins spécialistes, des infirmiers, des kinés, des podologues. Et via ces équipes de prise en charge qui vont être construites, c'est par ce biais-là que les autres professionnels vont ensuite accéder au dossier et pouvoir partager et consulter les informations du patient. Et puis, bien sûr, la plateforme régionale et notamment toute la partie documents, et elle aussi, du coup, fait le lien avec la partie DMP. Donc, pour reprendre rapidement ce que je disais tout à l'heure, aujourd'hui, les utilisateurs de notre dossier de coordination, donc la PTA et ses composantes. Aujourd'hui, on a 3 composantes sur les 6. Donc, ce que je disais, Run Appui, qui est l'équipe opérationnelle de la PTA en elle-même. Donc, tout ce qui est maladie, parcours complexe, sans critères d'âge ou de pathologie. Réucar, qui est un réseau qui s'occupe des maladies, qui prend en charge les patients atteints de maladies rénales. Et puis, le dispositif Maya, pour les personnes âgées en perte d'autonomie. Les professionnels libéraux, donc essentiellement les médecins généralistes, quelques spécialistes directement liés du coup aux pathologies qu'on couvre aujourd'hui, les infirmiers, psychologues et diététiciens. Les professionnels hospitaliers qu'on commence aussi aujourd'hui à approcher dans le cadre notamment des expérimentations qu'on peut faire et des différents parcours qu'on a mis en place. Le chemin est d'autant plus long avec les professionnels hospitaliers parce qu'il faut la démarche pour les approcher est un peu différente. Il faut valider un certain nombre d'étapes à l'intérieur, passer par différentes instances pour qu'on puisse nous ensuite les approcher et proposer nos outils. Mais ça se met en place, petit à petit, notamment, comme je disais, avec une fois que les dossiers sont construits par les composantes, forcément, il y a plus d'intérêt pour les professionnels. Aujourd'hui, le néphro de l'hôpital, il a un dossier, il ne se connectera pas forcément à l'outil pour aller voir. Demain, il en a 5, 10, 15. Forcément, il verra un peu plus d'intérêt à se connecter à l'outil pour pouvoir accéder au suivi de ses patients. Et puis, les désexpérimentations, j'en ai parlé au départ. Donc, ce que je disais, c'est qu'aujourd'hui, on a vraiment
ceux qui vont créer les dossiers, qui vont être à l'origine des dossiers, donc qui sont les coordonnateurs de parcours via la PTA. Et puis il y a ceux qui vont plus aller consulter les informations. Pour certains, les compléter. C'est le cas notamment des psychologues et des diététiciens qui utilisent pas mal l'outil. Mais pour la plupart, ça va être surtout de la consultation d'informations. Et c'est pour ça aussi que ce qu'on essaie de faire aussi, je vous ai parlé tout à l'heure de la plateforme de l'interface qui permet d'accéder au compte rendu, c'est que cette interface qui s'appelle Lien chez nous, pour le coup, les professionnels se connectent beaucoup à cette interface parce que là, réellement, il y a l'intérêt pour eux de récupérer les comptes rendus hospitaliers. De la même façon, tous les documents qui seront produits dans OIS 360 pourront être envoyés dans Lien pour être partagés. C'est vraiment une question de consultation, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les médecins, eux, ont pris l'habitude déjà d'aller dans Lien, parce que dans Lien, ils retrouvent leur compte-rendu hospitalier. Du coup, l'idée est aussi d'essayer de faire remonter des informations de coordination sur cette interface de Lien. Les fonctionnalités, aujourd'hui, qui sont particulièrement appréciées, donc il y a l'équipe de prise en charge, parce que clairement, quand il est question de coordination, ce qui intéresse les gens, c'est de savoir qui intervient autour du patient, de récupérer son numéro de téléphone, son adresse mail et de pouvoir contacter directement les professionnels qui gravitent autour du patient. Tous les documents, donc ça, ce que je disais, hein, les documents forcément, que ça soit dans OIS 360 ou via l'interface Lien, c'est en priorité, ce qui intéresse les professionnels, quels qu'ils soient, c'est de récupérer les documents qui concernent le patient. Les évaluations qu'on a mis en place, qui permettent, là on est vraiment sur du très spécifique, propre à chacun. La plupart des réseaux ont mis en place une évaluation en entrée, qu'on appelle un diagnostic de situation, une évaluation intermédiaire et puis une évaluation à la fin de la prise en charge. Et c'est vrai que toutes ces évaluations sont tracées via des formulaires, des questionnaires, et qu'on pourra aussi demain du coup récupérer via des indicateurs. Donc c'est vrai que c'est des fonctionnalités qui sont très utilisées. Une autre fonctionnalité qui est pas mal utilisée et qui sert notamment aux médecins, c'est le fil d'événements. Alors c'est un fil d'événements un peu comme sur les réseaux sociaux, un peu comme sur Facebook, où on va avoir tout l'historique du dossier, donc on le verra tout à l'heure, qui va reprendre les éléments qui ont été ajoutés, les éléments qui ont été modifiés dans les dossiers, et tout ça sous forme de fil avec une date et puis le nom des intervenants. Pour les points d'attention, ce qui est aujourd'hui resté un peu en attente et pour lesquels on avait beaucoup de remontées, donc il y avait tout le volet BI, parce que c'est vrai que il y a beaucoup d'informations à renseigner. Pour certains, c'est un énorme gap à passer, de se doter d'un outil numérique. Et c'est vrai que d'avoir un outil numérique, mais de pouvoir en sortir aucun indicateur, pour eux, c'était compliqué. C'était vraiment compliqué de les embarquer, sachant qu'on n'avait pas la possibilité de sortir des indicateurs et pour eux d'assurer un suivi d'activité. C'était vraiment compliqué, mais comme je disais, c'est quelque chose qui est en cours maintenant. Donc on est en train, ça devrait être disponible courant décembre, voire janvier au plus tard. Et voilà, les formations sur le module de BI, après une grosse phase d'atelier de travail avec les métiers sur quels sont les indicateurs qu'ils veulent pouvoir suivre, on devrait avoir ces premiers éléments pour qu'ils puissent sortir leur rapport d'activité 2019 sur le début d'année 2020. Et puis la mobilité, là aussi, tous les professionnels à domicile, donc notamment ça avait été le cas pour les infirmiers. On avait eu beaucoup de remontées par rapport à ça sur la possibilité d'avoir l'outil en mobilité. Là aussi, c'est tout neuf, mais on commence, on devrait être doté de la mobilité. Alors sur une première version un peu light, avec uniquement la messagerie instantanée et les documents. Mais c'est au final, c'est les fonctionnalités qui sont les plus demandées pour l'instant. Donc l'idée est de partir des fonctionnalités de base et de leur proposer ça et de pouvoir leur proposer ça rapidement, du coup. Alors ici, j'ai repris un petit peu. Là, c'est vraiment la partie retour d'expérience sur nous, les difficultés qu'on a pu rencontrer sur le terrain et puis les leviers qui nous ont permis malgré tout de surmonter ces difficultés. Comme je le disais,
notre outil et la plateforme se sont construits en parallèle de la PTA, qui est aujourd'hui encore en structuration sur son organisation par rapport à ces différentes composantes qui sont sur des pathologies qui sont bien différentes. Donc, c'est une PTA, ils veulent converger vers un socle de compétences, quelque chose d'unifié, mais quand même avec chacun ses patients et chacun ses spécificités et chacun ses questionnaires. Donc c'est pas évident de leur proposer un outil qui réponde à leurs besoins alors que leurs besoins aujourd'hui sont pas encore complètement définis. Ce qui va pas s'arranger avec l'arrivée des DAC parce que du coup ça vient mettre un peu en balance ce qui était déjà un peu acté. La multiplicité des utilisateurs, ça je le disais aussi, aujourd'hui on est que sur 3 réseaux, mais sur des réseaux qui sont sur, comme je disais, des pathologies qui sont vraiment différentes d'un côté, avec des spécificités, mais aussi avec des points communs, parce qu'on commence aujourd'hui à avoir les premiers prises en charge simultanées. Donc des patients qui ont des problèmes rénaux, mais aussi des problèmes de perte d'autonomie. Du coup, on se retrouve avec des prises en charge simultanées qui nécessitent de penser la structuration et les parcours dans l'outil pour pouvoir prévoir aussi bien d'être un peu cloisonné sur certaines infos parce qu'ils sont sur des activités et sur des pathologies différentes, mais aussi de pouvoir partager un certain nombre de choses pour les prises en charge simultanées. Et enfin, dans les freins, la dernière partie, pas des moindres, c'était le changement de pratique. Clairement, c'est la partie qui est la plus longue. Parce que comme je disais, sur les 3 réseaux, à part un réseau qui était déjà doté d'un outil, pour les autres, c'était des dossiers papier. Tout est fait par papier ou par mail pas sécurisé. Donc ça n'a pas été évident, ça demande de les accompagner parce que vraiment le principe même du partage ne leur est pas familier. C'est-à-dire qu'en général, les coordonnateurs de parcours sont contents de récupérer de l'information. Ah, c'est génial, la diététicienne, elle m'a mis son compte rendu, je peux voir les notes du psychologue. Mais par contre, moi, tout ce que je mets, je veux pas que ça soit vu par les autres. Donc c'est pour ça que je dis que c'est vraiment la notion de partage qui leur est pas... je dis elle parce qu'il y a beaucoup de femmes, mais très souvent, on a mis en place, on a débloqué les fonctionnalités les unes après les autres, et c'est vrai que très souvent, on s'est rendu compte que elles veulent ouvrir des fonctionnalités, elles veulent pouvoir en disposer, mais pour l'instant, je veux être sûre que personne d'autre ne le voit. Donc, je mets des observations dans le dossier. C'est un dossier de partage, un dossier de coordination, mais je veux que personne d'autre n'accède à mes observations. Petit à petit, ça change, parce qu'aujourd'hui, elle me dit, oui, on se rend compte que ça serait bien que le médecin puisse voir nos observations et qu'on puisse voir les leurs. Donc ça s'ouvre petit à petit, mais c'est vrai qu'au départ, c'est vraiment la notion de partage en soi. Avant, elles envoyaient un mail où elles appelaient, et puis elles étaient sûres qu'elles ne donnaient l'information qu'à la personne à qui elles voulaient bien la donner. Donc c'est vrai que là-dessus, il a fallu pas mal accompagner et sécuriser les choses, quitte à fermer beaucoup au départ et puis ouvrir au fur et à mesure. Dans les leviers, du coup, c'était un frein et puis pour d'autres, un levier, c'est ceux qui partent de rien. Parce qu'il y en a pour qui c'est difficile l'accompagnement et le changement de pratique. Mais il y a aussi ceux qui n'avaient rien et qui disent « je suis juste hyper content d'avoir enfin un outil qui va me permettre de tout mettre au même endroit ». Et ça a été le cas notamment avec le dispositif Maya, qui sont une équipe assez grosse avec des gens qui ils se sont partagés l'île en 4 territoires. Et du coup, le fait de pouvoir tous utiliser le même outil, pour eux, vraiment, il y avait beaucoup d'attentes là-dessus. Dans les autres leviers, la capitalisation sur les déploiements déjà réalisés, mais c'est vrai que plus ça va et plus on déploie l'outil auprès des composantes, plus c'est facile pour nous d'industrialiser sur toute la partie atelier de travail, sur la partie formation, sur un peu comment on va séquencer un peu cet accompagnement avec, comme je disais, atelier de travail, formation. Puis après, il y a une partie de rodage pour eux avec la prise en main de l'outil. Et puis derrière, un accompagnement qui va s'estomper un peu dans le temps une fois que eux seront plus à l'aise sur l'outil.
Et dans les derniers leviers, j'en parlais tout à l'heure, c'est l'équipe de déploiement qui va promouvoir et former aux outils de la plateforme. Donc il n'y a pas qu'OIS 360, il y a la messagerie sécurisée et puis il y a la plateforme lien. Du coup, c'est un gros travail qui est fait et l'outil est quand même assez complexe, permet de faire beaucoup de choses, mais une prise en charge, une prise en main seule est difficile. En tout cas, nous, c'est ce qu'on a constaté sur le terrain, c'est que malgré les formations qui peuvent avoir lieu de façon un peu collective, s'il n'y a pas quelqu'un le jour J où ils en ont besoin pour les accompagner dans la prise en main, c'est pas évident. Donc on a la chance, on a une équipe de déploiement, donc elles sont 3. Elles sont 3 sur le terrain. C'est une équipe de 5 personnes, elles sont 3 sur le terrain qui approchent les médecins et d'ailleurs tous les autres spécialistes. Il y a 2 aspects. Elles approchent les médecins soit à la demande des créateurs de dossiers, donc une fois que le dossier a été créé par notamment un coordonnateur de parcours, une fois que le dossier est attractif, comme elles disent, une fois qu'il y a des informations qui intéresseront les professionnels dans les dossiers, elles ont mis en place via un fichier Excel partagé, en fait la coordonnatrice de parcours qui va alimenter le dossier et construire son équipe de prise en charge, va prévenir la chargée de déploiement en lui disant « j'ai créé un dossier pour le patient un tel, dedans il y a ces comptes rendus que j'ai pu récupérer, je pense que ça serait bien d'approcher le néphrologue qui sera intéressé ». Et du coup, les chargés de déploiement sur le terrain vont aller rencontrer les professionnels en leur disant... Parce qu'elles ont essayé au début, l'approche était beaucoup plus large. Elles approchaient les professionnels de façon un peu plus prospective. Et en fait, elles se rendaient compte que ça faisait un peu flop. Quand elles arrivaient chez le médecin en disant il existe un dossier de coordination, est-ce que ça vous intéresse? Ils disent oui. Puis ils vont à l'intérieur et en fait, le dossier, s'il le crée lui-même ou à l'initialisation, il y a une équipe de prise en charge et puis c'est tout. À l'intérieur, il n'y a pas grand-chose au départ, donc le médecin, il y allait une fois, il voyait un dossier dans lequel il n'y avait rien, il disait « Ah oui, d'accord, mais bon, qu'est-ce que je partage et la coordination, elle est avec qui ?» Du coup, c'est pour ça qu'elles ont mis en place ce process où une fois le dossier créé, une fois des éléments récupérés, l'évaluation réalisée, la synthèse de l'évaluation produite, à ce moment-là, le professionnel est approché et il va être, c'est pareil, il va être formé, on va lui présenter tous les outils, c'est là où l'orientation va un peu se faire. Il y en a qui vont dire « moi ça m'intéresse, je voudrais y aller, je voudrais pouvoir avoir des informations, je voudrais pouvoir en montrer ». Ils vont aller dans OIS 360 et accéder au dossier de coordination. Et puis il va y avoir les professionnels qui vont dire « non, non, moi j'ai pas le temps d'aller voir tout ça. De toute façon, le patient, quand je le verrai, je lui demanderai ces informations. Moi, je veux juste les comptes rendus et les synthèses ». Dans ce cas, il sera plutôt orienté sur la plateforme lien où tous les documents seront disponibles. J'ai mis quelques chiffres là sur la partie déploiement, c'était pour donner un peu une idée du contexte. Donc aujourd'hui sur les professionnels, les types de professionnels qui ont été approchés, donc clairement une grosse partie de ce que c'était la première cible, donc des médecins généralistes qui sont en général les médecins traitants, les médecins spécialistes, les pharmaciens, les infirmiers, orthophonistes, diététiciens, psychologues et quelques kinés. Donc c'est les professionnels aujourd'hui qui interagissent dans nos dossiers. C'est aussi, on le verra après dans les indicateurs d'usage, c'est aussi beaucoup les forces là où elles ont été mises, notamment sur les médecins. On voit que voilà, sur l'intégralité des médecins généralistes de Lille, voilà, elles en ont rencontré. Entre celles qu'elles ont rencontrées et qui ont aujourd'hui des comptes pour se connecter à l'outil, celles qu'elles ont rencontrées mais qui n'étaient pas intéressées ou en tout cas pas à l'instant T. Donc voilà, les rencontrées non embarquées. Voilà, on voit qu'aujourd'hui, sur l'ensemble des médecins généralistes de Lille, voilà, il y en a 159 qu'elles n'ont pas rencontrées à ce jour. Donc voilà, ce travail est long. Et vraiment un travail de fourmi parce que ça se fait au dossier. Et puis en parallèle, bon, il y a quand même des campagnes qui sont réalisées avec des cibles. Par exemple, ça avait été le cas des pharmaciens. Il y a eu à un moment donné un focus sur les pharmaciens parce qu'il y avait eu des demandes. Et du coup, elles ont mis voilà, un accent particulier sur les pharmaciens qui ont été approchés de façon plus large sans forcément être ajoutés dans des dossiers. Sur les chiffres, du coup, de façon un peu plus globale, sur le nombre de dossiers, OIS 360, aujourd'hui,
Bon, j'ai différencié l'expérimentation parce que c'était quelque chose de ponctuel. On est, donc ça, c'était les chiffres en septembre. On est aujourd'hui à plus de 1000 dossiers qui ont été créés dans l'outil. 1000 dossiers de coordination créés dans l'outil voilà, depuis le départ. Sur ces dossiers, pour donner un peu une idée, j'ai repris le nombre de médecins traitants qui interviennent dans les dossiers. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a sur ces dossiers, on a 195 médecins qui n'auront qu'un seul dossier. C'est là où je disais, ce qui prend du temps aussi, c'est qu'un médecin avec un seul dossier, il y a quand même de très fortes chances qu'il ne se connecte pas au dossier pour aller le regarder. Par contre, on a des médecins qui vont en avoir 20, 25, 30. Forcément, il y a plus d'intérêt pour lui de se connecter pour aller récupérer des informations, plus il aura de dossiers. Sur ces connexions, justement, donc un peu, voilà, les connexions uniques aujourd'hui on le verra quand je ferai la démo. Aujourd'hui, on a plus de 2000 connexions uniques, essentiellement des connexions des coordonnateurs de parcours, comme je le disais, parce que ces 3 réseaux, les coordonnateurs de parcours, c'est leur outil du quotidien. Donc ils arrivent le matin, ils se connectent, ils reviennent d'un domicile, ils se connectent pour mettre à jour le dossier et mettre à jour les informations. Donc sur ces 2252 connexions uniques, on est voilà, sur facilement, je dirais, 65-70% de connexions qui sont liées aux coordonnateurs de parcours. Et pour le reste, c'est les professionnels. Donc je vous ai mis un peu la répartition en dessous. Donc principalement les médecins, comme je disais, malgré tout, beaucoup les médecins et puis les diététiciens et les psychologues. Là aussi, c'est beaucoup lié aux réseaux qui sont aujourd'hui déjà dans l'outil, c'est-à-dire que le réseau Réucar, notamment dont je parlais tout à l'heure pour les maladies rénales, eux ont des partenariats forts avec certains médecins, certaines diététiciennes, certains psychologues. Et c'est vrai que comme elles produisent beaucoup de dossiers, dans leurs dossiers, elles travaillent avec les psychologues et les diététiciens avec qui elles ont l'habitude de travailler depuis toujours. Du coup, cette relation est faite et elles ont des professionnels avec qui, dès le début, ils ont été intéressés par les dossiers et pour pouvoir accéder aux informations du patient. Pour les perspectives, aujourd'hui, on a été approché, alors en rouge, c'est les 3 autres composantes de la PTA, donc repère sur la périnatalité, RP 974 qui est le réseau pédiatrique de La Réunion et SAOME qui est le réseau d'addictologie, donc qui sont les prochaines composantes de la PTA qui vont basculer sur l'outil. Et puis en parallèle, on commence à être approché aussi par des dispositifs de coordination autres que les composantes de la PTA. Donc ça a été le cas. Donc l'UCEP ETP, c'est une plateforme territoriale pour l'ETP, donc une expérimentation sur le diabète qui voudrait se doter d'un outil de coordination dans le cadre de cette expérimentation qui serait une expérimentation de 3 ans sur la mise en place d'une plateforme pour tout ce qui est offre d'ETP. On a été approché aussi sur la chirurgie ambulatoire avec les RAC, donc là aussi par les infirmiers qui voudraient, là je pense qu'on va être aidé par la mobilité parce que clairement pour eux l'outil était envisageable qu'en mobilité parce qu'il est question de passage au quotidien chez le patient pour évaluer ces différentes constantes, donc là vraiment avec un outil en mobilité. Et puis le PCPE, c'est donc la plateforme de compétences externalisées, donc là on est plutôt sur le médico-social, là aussi avec des besoins de se doter d'un outil de coordination. Donc ça c'est les pistes qu'on est en train d'étudier. On a été sollicité, donc reste à voir si l'outil permettrait de répondre à leurs besoins et dans quelle mesure on pourrait les embarquer sur OIS 360. Donc on va passer à la partie démonstration. Donc je vais vous montrer un petit peu à quoi ressemble l'outil, notamment l'authentification. Donc c'est un peu les grands points que je vais essayer de vous présenter. Donc l'authentification par OTP, donc avec un message, avec un code qu'on reçoit par téléphone. Comment on accède à ces patients, qu'est-ce qu'on retrouve dans le dossier et qu'est-ce qui permet de faire ce suivi, notamment par les coordonnateurs de parcours. Alors voilà à quoi ressemble notre dossier. Donc
Donc ça, c'est ce qui a été paramétré. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que l'outil permet de personnaliser énormément de choses. Donc aujourd'hui, ce que je vous montre là, c'est le profil du gestionnaire du dispositif Réucar, qui n'aura pas du tout le même visuel qu'un autre réseau, ou que les médecins, ou que les diététiciens. Tous ces aspects-là sont gérés via du paramétrage en fonction des profils de chaque utilisateur. Donc aujourd'hui, ce qu'on a fait, c'est que, en tout cas pour ce réseau, on a sa liste de patients qui apparaît ici. Donc apparaissent ici tous les patients pour lesquels il fait partie de l'équipe de prise en charge. En dessous, il va y avoir donc ça, toutes ces, ce qu'on appelle des portlets, donc toutes ces boîtes ici, mes patients, tâches du PPS, messages non lus. C'est des choses qui sont paramétrables, donc on a défini, c'est pour ça que je disais qu'il y a une grosse phase d'atelier de travail avec les différents métiers, c'est que tout ça, on a défini avec eux quelles sont les informations que vous voulez voir apparaître sur votre tableau de bord quand vous vous connectez à votre outil. Donc aujourd'hui, on verra ces différentes fonctionnalités. Elles ont fait apparaître les observations, la liste de leurs patients, les tâches du PPS pour avoir une visibilité sur qu'est-ce qui est prévu, pas prévu, qu'est-ce qui me reste à faire, et les messages non lus. Donc on va se connecter sur un patient. Le premier. Donc là, à ce moment-là, on rentre dans un dossier patient. Donc là, on va avoir un premier bandeau, là-haut, qui reprend les formations un peu globales du patient. Donc ça aussi, c'est paramétrable. Donc chacun fait apparaître dans ce bandeau les informations qui lui semblent, lui, nécessaires pour son suivi, sachant que ce bandeau sera le bandeau qui apparaîtra toujours, quel que soit l'onglet où on est. Donc c'est là où ils vont pouvoir avoir un accès rapide, typiquement à l'équipe de prise en charge qui est ici. Donc là, on voit celui qui a le stéthoscope, c'est le médecin traitant. Bon ben voilà, ça permet rapidement de voir via ici le bandeau quel est le médecin du patient, les informations sur le patient avec ses coordonnées si ça a été renseigné, la pathologie pour laquelle le dossier a été créé, et puis des antécédents, des allergies s'il y en a qui sont renseignés, et puis ici la possibilité de basculer. Si on a le temps, je vous montrerai, de basculer sur la plateforme lien si besoin. Ici, on est sur la vue 360. Donc, cette vue est un peu le tableau de bord du dossier, c'est-à-dire que donc là aussi, de la même façon, les boîtes sont toutes paramétrables. Donc, on affiche, on agence voilà, en fonction des besoins de chacun. Donc, ici, on va voir apparaître toutes les informations nécessaires pour le suivi du patient. Sachant que c'est aussi un tableau de bord dans le sens où sur chacune de ces boîtes, en cliquant sur le libellé, on va basculer dans l'onglet correspondant. C'est-à-dire qu'en général, typiquement les médecins qui se connectent, ils arrivent sur cette vue, ils vont voir l'équipe de prise en charge, ils vont voir les documents, ils vont voir les tâches du PPS, où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui reste à faire. Lui, en général, c'est le niveau d'information dont il a besoin. Il ira rarement plus loin. Après, s'il en a besoin, quand il va cliquer sur les tâches du PPS, il va se retrouver à l'intérieur du PPS et il va avoir les informations détaillées. Donc ça, c'est un peu cette vue globale voilà, sur le dossier. Dans le bilan initial, la partie administrative, c'est là où on va retrouver et définir l'équipe de prise en charge. Donc c'est là où, via une recherche, on va pouvoir rechercher dans l'annuaire les différents professionnels et les rajouter ici. Donc si les informations sont bien renseignées sur sa fiche pro, on va avoir, bon, la profession est toujours renseignée, mais on va avoir du coup les informations de contact, l'email, le téléphone, qui remonteront, par quel biais il préfère être contacté, et la possibilité de définir un rôle. Il y a un médecin, est-ce que c'est le médecin traitant? Il y a un coordonnateur de parcours, à quel réseau il appartient? C'est ici où on va pouvoir ajouter ce niveau de précision. De la même façon, on va avoir le même type d'infos. On peut aussi voilà, ajouter des structures, du coup. Et c'est de la même façon, on pourra définir l'entourage du patient. Donc là aussi, en faisant figurer le voisin, le père, le mari, qui je dois contacter. Est-ce que c'est une personne de confiance qui je dois contacter en cas de souci? Donc c'est ici qu'on fera apparaître l'entourage du patient. Et si on descend, c'est aussi ici qu'on retrouve les informations de consentement.
le fait que le patient ait donné son consentement et à quel moment, et si nécessaire, la possibilité de laisser un commentaire. Donc ça, c'est un exemple de questionnaire qu'on a mis en place. Je parlais tout à l'heure des évaluations. Aujourd'hui, on a mis en place pour tous les réseaux un certain nombre de questionnaires qui sont sous cette forme là aussi, qui sont travaillés avec eux, qui sont les questionnaires qu'ils utilisent eux, où on va pouvoir faire apparaître toutes sortes de questions, de menus déroulants, d'informations. Donc elles en ont des très très longs. qui va permettre de faire vraiment leur diagnostic de situation en entrée, dans quelle situation est mon patient, quelle est sa relation avec la maladie, comment est-ce qu'il est entouré, quels sont les professionnels qu'il a déjà rencontrés. Et tout ça, donc c'est le cas, là en l'occurrence, c'est le cas, l'anamnèse, l'expérimentation IRC, le TP, le suivi patient. Tout ça, on est sur des questionnaires qu'on a mis en place, personnalisés pour elles, pour qu'elles puissent faire leur suivi et leur évaluation du patient. Et c'est beaucoup aussi ces informations qui seront récupérées demain via les indicateurs pour pouvoir leur permettre de faire leur suivi d'activité, de savoir sur l'année écoulée combien de patients diabétiques avec une hémoglobine glyquée déséquilibrée. Enfin voilà, retrouver toutes ces informations via tout ce qui est renseigné dans leurs évaluations en fait. On a ensuite... Alors, on va regarder la bureautique. Elles ont la possibilité, ça aujourd'hui, c'est une fonctionnalité qui n'est ouverte qu'aux coordonnateurs de parcours, la possibilité dans le dossier de créer des documents. Ce que j'appelle des documents, c'est leur synthèse, leur compte-rendu d'évaluation, leur synthèse, qu'elles vont pouvoir créer via un outil directement à l'intérieur du dossier et de pouvoir le partager dans lien et de le pousser accessible à tous à tout moment. Là aussi, on définit ensemble un certain nombre de modèles de documents déjà préparamétrés avec tout le contenu de leurs documents et la remontée automatique de certaines informations. Typiquement, dans leur synthèse, en automatique, il va y avoir le nom du patient, sa civilité, sa date de naissance, un certain nombre d'informations qui auront été renseignées dans les questionnaires pourront être remontées automatiquement dans les modèles de documents. Ce qui leur permet, elles, de pouvoir générer des comptes rendus et des synthèses de façon plus rapide et plus simple. On a la ligne de vie. Alors là, je pense qu'il faudra un peu... Alors la ligne de vie, c'est une présentation un peu... Mais ça va évoluer. Une présentation un peu différente de ce qu'on voyait tout à l'heure dans les événements. C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé dans le dossier. Donc là, on va avoir dans le temps... via des petits pictos, où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui n'a pas été fait. On va retrouver les documents aussi. Là, par exemple, je pense que c'est le point bleu. Si tu remontes un peu, tu vas avoir... on va avoir ici tout là-haut, en haut de la... Ouais, avec celle-là. Voilà. On va avoir les comptes rendus et comme ça, du coup, on va avoir dans cette ligne de temps les différentes informations. Donc soit je dis que c'est un peu une présentation différente de ce qu'on avait dans les événements parce qu'elle est placée dans une ligne de temps. Donc voilà, les constantes et les évaluations, ça aussi, ça fait partie des fonctionnalités qui ne sont pas forcément utilisées par tous. Ce réseau, en l'occurrence, l'utilise. Donc on va avoir ici la possibilité, donc là aussi, c'est défini avec elle et paramétrer ici toutes les constantes qu'elles veulent pouvoir suivre pour leurs patients, et ça peut aussi être attaché à une pathologie, et elles vont pouvoir renseigner ici toutes ces informations. Alors c'est du non structuré, c'est-à-dire qu'elles vont recevoir des comptes rendus de labo et elles vont aller le renseigner manuellement pour pouvoir faire ce suivi. Et dans la vue 360 qu'on avait tout à l'heure, elles vont pouvoir avoir un affichage sous forme de graphique pour suivre cette évolution. Et ça, si je ne dis pas de bêtises, il y a un seul des 3 réseaux, par exemple, qui l'a mis en place. Parce que eux, leur médecin coordinateur en interne fait ce suivi des constantes. Le journal de bord. Ça fait partie des fonctionnalités, pour le coup, qui sont très utilisées et par tous les réseaux. C'est ce qu'on appelle, alors il y a plusieurs noms, il y a journal de bord, il y a note évolutive, il y a observation. C'est là en fait où les coordonnateurs vont avoir la possibilité de tracer et de typer
des informations concernant le dossier. Donc, où elles vont dire, bon, bah, j'ai contacté le patient, j'ai prévu une visite. Donc, ça sera une note de type appel entrant, parce qu'elle aura eu le patient et qu'elle aura tracé l'information, mais elle va aussi mettre qu'elle a fait une visite à domicile et qu'elle a vu l'assistante sociale du conseil départemental. C'est là, en fait, où ils vont laisser leurs observations, tout simplement, et qui seront aussi disponibles pour les autres personnes de l'équipe de prise en charge. Ça correspond un peu au carnet de liaison qui était souvent laissé chez le patient, sauf que là, il est dans le dossier et accessible à tout le monde. Donc, comment se présente le PPS ? On est sur donc là aussi, qui a été défini avec les utilisateurs et pré-paramétré, c'est-à-dire qu'on a défini un plan d'aide, des actions, un plan de soins. Donc tout ça, le contenu et ce qu'on va avoir ici dans la partie planification. Donc on voit que pour chacune des actions, on va avoir une fréquence de planification. Tout ça, ça aurait été défini en amont avec elle sur dans l'accompagnement que vous proposez, qu'est-ce qu'on met comme modèle par défaut. Après, tout ça est modifiable, c'est-à-dire que si finalement elles se disent bon ben ça sera pas toutes les semaines l'activité physique, on va partir sur une fois par mois, elles auront la possibilité de changer la fréquence, mais on peut définir ce modèle global via un modèle qui sera fait dans le paramétrage. Et du coup, ça définit différents plans. Et avec ces plans, du coup, une fréquence et la possibilité, quand on va, si tu peux planifier un rendez-vous via un camembert, peu importe, ou à partir de ce tableau, elles vont pouvoir ici planifier un rendez-vous en allant choisir une date et l'intervenant correspondant. Là aussi, avec une recherche qui va se faire dans l'annuaire, avec l'intervenant, et pouvoir du coup, avec ce rendez-vous, lier ce rendez-vous à un intervenant, et on le verra ensuite, planifier et avoir la vision dans un agenda et avoir une vision un peu consolidée de ce qui a été prévu pour le patient. Et c'est ces informations-là qu'on retrouve ensuite tout à l'heure quand on a vu dans la vue 360 les différentes tâches, avec les tâches qui sont à planifier ou réaliser ou annuler. C'est les informations qui sont renseignées là au niveau du PPS. On a donc cette première vue où on va avoir ici le suivi de... voilà, j'avais 4 rendez-vous qui étaient prévus avec mon diététicien. Il y en a un qui a été réalisé, 3 qui restent à venir. On va retrouver ici des informations sur quand est-ce qu'est planifié le prochain rendez-vous et avec qui. Donc il y a cette première vue ici de synthèse qui permet d'avoir une vision de la planification. Et ensuite, l'équivalent dans l'agenda. On va voir apparaître, donc voilà, en fonction de l'échelle qui est choisie, les rendez-vous qui ont eu lieu ou qui vont avoir lieu pour le patient. Et là, donc on est à l'intérieur du dossier patient. Du coup, on est sur les rendez-vous planifiés pour ce patient. Et il restait une fonctionnalité, la correspondance. Donc qui est un module de messagerie instantanée qui permet de communiquer avec un professionnel de l'équipe de prise en charge, parce qu'on est à l'intérieur du dossier, donc c'est une conversation qui aura lieu autour du patient dans le cadre de sa prise en charge, donc uniquement avec les professionnels qui font partie de l'équipe de prise en charge. Donc voilà un peu l'outil qu'on a mis en place nous aujourd'hui et comment on l'utilise. Alors ça évolue en permanence parce qu'il y a des nouvelles fonctionnalités qui arrivent, mais aussi parce que les usages changent et du coup on continue voilà, de faire évoluer cet outil. Et puis pareil, comme je le disais, avec les prochaines composantes, les prochains réseaux qui vont disposer de l'outil, ça sera voilà, il y a ce socle de base d'équipes de prise en charge, de messagerie, d'agenda, qui sont en général les fonctionnalités qui sont demandées par tous, des documents. Et puis après, il va y avoir du spécifique. Et là, soit c'est des fonctionnalités qui existent et qu'on va personnaliser pour eux, soit c'est des fonctionnalités qui n'existent pas. Et après, bon, bah, on voit comment faire évoluer l'outil. La plateforme, donc les usages évoluent, mais aussi les outils évoluent. Donc moi, ce que je vais vous présenter, c'est les prochaines évolutions de l'outil.
Donc il y a déjà une gestion d'indicateurs qui va être rajoutée. Cette gestion d'indicateurs, en fait, c'est pour pallier le manque d'informations qu'il y avait dans le dossier pour pouvoir mettre des workflows ou pour pouvoir mettre des indicateurs spécifiques à des situations. Actuellement, il y avait certaines demandes de nos clients qui étaient de pouvoir rajouter des états du dossier, mais qui devaient correspondre en fait à des éléments, à des étapes de suivi du patient. En fait, on a répondu nous sous cette forme-là. Donc, on va avoir un gestionnaire d'indicateurs sur lequel on va pouvoir aussi les intégrer dans des worklists et pouvoir les mettre dans des widgets, de sorte à ce que ces informations-là apparaissent directement dans le bandeau du haut, tel que vous l'a montré Aurélie, ou sur faire des listes de suivi spécifiques. Et ces listes vont être rangées sous 3 domaines. Donc, vous avez les directives anticipées, vous avez la partie médicale et puis vous avez les risques. Et donc à chaque fois, ces indicateurs vont être paramétrables, complètement paramétrables. Paramétrables de 2 manières, soit c'est un indicateur oui ou non, l'information est présente ou n'est pas présente, avec une date de début, une date de fin. Ou alors vous avez, comme sur cette copie d'écran, vous avez des workflows. Donc qui vont pouvoir être mis en place et pouvoir faire un suivi d'étapes, de passage d'étapes et pouvoir donc toujours pareil avec une date de début, une date de fin et pouvoir suivre en fait certaines étapes de prise en charge de vos patients ou de certains éléments du dossier qui nécessitent d'avoir un suivi étape par étape. Ça, c'est pour le fin décembre. L'autre fonctionnalité qu'il va y avoir, c'est la partie parcours obésité. Donc, on commence à rentrer sur un dossier de type Pralimap. Donc, il va y avoir un certain nombre de calculs de scores qui vont être mis en place avec tous les sets de marqueurs et de variables qui vont bien pour pouvoir récupérer les différents calculs et pouvoir en fait gérer les restitutions sous forme de bureautique. Et avec toute la partie des moteurs de règles, donc la gestion des règles, comment se font le calcul de ces scores en fonction des informations qui sont envoyées. Donc ça concerne le périmètre abdominal, le poids, la taille, mais il y a aussi un certain nombre de questionnaires de différents types avec des réponses normées. Et en fait, en fonction de ces réponses, on calculera des scores, les scores d'obésité. La grande information pour début de cette année, c'est IDEO-CM qui va s'appeler IDEO-PHM. Donc c'est le changement de nom du produit. CM, c'était Case Management. Voilà, on va rentrer maintenant sur une notion un peu plus large de population Health Management. Donc on élargit en fait le périmètre, ce qui existait déjà en fait déjà dans CM, mais on élargit avec le nom le périmètre. On touchera aussi bien la partie prévention que la partie suivi des maladies chroniques et donc les parcours qui nécessitent des grosses prises en charge. Donc voilà, donc c'est un changement de nom qui reflète en fait la réalité actuelle du produit, qui prend en charge les 4 grandes thématiques de nos clients actuels. Donc voilà, donc ça c'est ce que je viens de vous dire par oral, c'est l'ensemble du palmarès que ça va couvrir, qui couvre en fait IDEO-CM couvrait déjà une grande partie. Il y a des choses qui vont arriver petit à petit, telles que la télésurveillance et la téléconsultation, qui vont être aussi intégrées plus ou moins dans la partie parcours. Donc ils garderont leur indépendance, mais ils pourront être aussi intégrés dans la partie parcours. Et il y a toute la partie bien-être numérique qui va devenir de plus en plus importante. Donc c'est pour ça que le nom va changer pour refléter en fait l'ensemble du panel des disponibilités qui sont possibles avec l'outil. Le contenu de la version 5.0, donc il va y avoir des évolutions des modules existants. Il y a une amélioration qui est prévue des notes évolutives, observations, peu importe comment on les appelle. Donc il va y avoir des personnalisations qui vont entrer en plus, il va y avoir des informations structurées qui vont apparaître, tout ça dans l'esprit de pouvoir faire du BI par derrière, donc pouvoir relier avec des indicateurs sur le data analytics et de pouvoir faire donc des recherches sur des indicateurs spécifiques. Les groupes locaux, c'était la possibilité en fait de faire des groupes d'utilisateurs pour faciliter
le remplissage des équipes de prise en charge, par exemple. Donc on va pouvoir bientôt rajouter les rôles dans ces groupes locaux. On ne pouvait pas le faire actuellement, donc on va pouvoir rajouter les rôles dans ces groupes locaux, et puis on va pouvoir aussi les filtrer en fonction d'une certaine prise en charge et d'une certaine organisation. Donc il va y avoir des filtres complémentaires qui vont apparaître de sorte que lorsqu'on sera dans un parcours spécifique, on n'aura plus l'ensemble des groupes locaux, mais on aura les groupes locaux qui concerneront ce parcours spécifique. Les nouvelles fonctionnalités, Aurélie en a déjà parlé un petit peu, au moins pour 2 d'entre elles. La partie e-demande. Donc on avait déjà, pour un de nos clients, on avait déjà mis en place le mécanisme de e-demande qui consiste en fait, depuis un portail ou depuis un élément de saisie, de permettre à un intervenant, un utilisateur de saisir une demande de prise en charge ou une demande de suivi ou une demande d'avis. Cette demande est prise en compte dans un workflow de demande, donc avec des demandes à traiter, des demandes qui sont traitées en cours, ainsi de suite. Et puis après, de mettre en place toute la partie action pour le suivi, pour le traitement de cette demande. En fait, voilà, donc c'est la généralisation à l'ensemble des parcours. Il va y avoir donc un module spécifique au sein d'IDEO PHM qui permettra de gérer les demandes, de gérer l'ensemble des actions et ça généraliser à l'ensemble des parcours du produit. Le DPOA, donc avec le petit E à la fin pour la partie évaluation, c'est un module qui va arriver, qui va venir un peu en surcouche sur le PPS et le PSI. Donc le PPS, donc vous avez vu, et le PSI, donc qui est la partie pour le Maya de suivi des actions. En fait, il va y avoir donc un élargissement des concepts qui va nous permettre une meilleure adaptation, une meilleure personnalisation du module pour pouvoir répondre au moins aux situations qu'on connaît, telles que le PPCS et puis PPS et PPSI, mais à toutes les autres situations qui pourraient venir par la suite. Donc ce qui nécessite pour pouvoir répondre à des choses qu'on ne connaît pas, c'est d'avoir une grande maniabilité, d'avoir une grande possibilité de personnalisation et de paramétrage, qui va se baser bien sûr sur les nomenclatures. Donc c'est quoi? C'est les éléments que vous connaissez déjà dans les utilisations. Voilà, donc à partir de référentiels de messages. Donc ça, c'est une grosse évolution qui, dans la première partie, arrivera en fin janvier, et des éléments de personnalisation continueront d'arriver au fur et à mesure des nouvelles versions. La prescription médicale. Donc, pour le coup, on va reprendre un module qui existait dans la partie Medcare IC, qui est la prescription médicale du DPI, mais nous, on va juste reprendre la partie médecine de ville, donc l'ordonnance de sortie. Alors, il y a 2 aspects pour ça. La première, c'est pouvoir permettre au médecin qui utilisera la télémédecine, téléconsultation depuis les parcours de pouvoir prescrire et de pouvoir faire son ordonnance de sortie. Et la deuxième chose, c'est aussi de pouvoir, pour les équipes de prise en charge, pouvoir rentrer les éléments du traitement habituel et pouvoir avoir un suivi du traitement habituel. Donc ce module-là, en fait, il sert à faire et la traçabilité du traitement habituel et la partie prescription. Donc il y a des droits associés, il y a un certain nombre de choses associées. On peut pas, les médecins pourront faire plus de choses que les coordinateurs, mais voilà. Et l'idée aussi, c'est d'utiliser aussi toute la partie réconciliation médicamenteuse, et puis derrière avoir une base scientifique, comme on fait comme on fait à l'hôpital. Lorsque vous faites la prescription, le médecin, lorsqu'il fait sa prescription, il y a les interactions qui apparaissent, un certain nombre de choses. L'idée, c'est d'avoir aussi les mêmes types d'outils, les mêmes types de vérifications qui vont apparaître. Les correspondances deviennent les messageries instantanées. Donc, Aurélie va dire un petit peu la mèche, mais l'idée, c'est d'avoir aussi donc cette interaction un peu plus rapide sur la partie correspondance, et en vue de préparer toute la partie mobilité. Donc là, on va bien être sur du WhatsApp, grosso modo type WhatsApp.
L'intervenant va pouvoir envoyer un message à un destinataire, et le destinataire va le recevoir en temps réel. Là, actuellement, il y a un petit temps de décalage. Il faut être au sein de l'application, il y a un petit temps de décalage. Le but, c'est d'avoir sur un téléphone ou sur un téléphone mobile ou sur une application, sur un device, de pouvoir avoir une communication qui se fait en temps réel depuis le Wi-Fi, depuis la 4G, depuis tous les éléments de communication. Donc l'amélioration du paramétrage, ce sont des éléments en back-office, donc généralement que les utilisateurs ne voient jamais, mais qui vont nous permettre de faciliter toute la partie paramétrage de nos clients qui parfois nous remontent des problématiques parce qu'il faut répéter X fois les mêmes choses ou il faut modifier X fois les mêmes choses. Donc on va faire ces efforts sur certains aspects, et puis aussi on va aussi permettre d'avoir une structuration par type de parcours. Actuellement, lorsque vous voulez faire du paramétrage d'une feuille de surveillance, vous avez les 150 000 feuilles de surveillance qui s'affichent. Là, on va pouvoir filtrer en fait en fonction du parcours, donc ce qui permettra, de faciliter le paramétrage, mais deux, aussi de faciliter l'utilisation, où on n'aura plus que des informations qui vont être filtrées par parcours et qui seront spécifiques au type de suivi sur lequel on sera. Et donc la téléconsultation, je vous ai dit qu'il va y avoir l'intégration en fait de la partie téléconsultation, téléexpertise, télémédecine dans les outils d'IDOCM, d'IDO-PHM. Je voulais juste vous faire un point un peu sur le plan personnalisé de coordination en santé. Donc c'est un texte qui est sorti de l'HAS cet été, qui nous donne en fait des recommandations par rapport à ce plan personnalisé de coordination de santé. Donc c'est en vue d'améliorer le suivi de l'usager. On est sur des outils de coordination pluridisciplinaire, pluriparcours. On est bien dans cette orientation santé 2020 où il va y avoir une globalisation et un échange des informations entre les différents professionnels. L'HAS dit qu'il doit être idéalement dématérialisé, donc pour le cas, c'est la proposition qu'on va vous faire. Donc qui va s'adresser aussi bien aux professionnels sanitaires de proximité ou des dispositifs d'appui, aux professionnels des établissements, des services sociaux, médico-sociaux, aux maisons départementales pour les personnes qui sont en situation de handicap, et même aussi à l'usager, parce que l'usager devient un acteur et l'entourage devient un acteur proprement parlé de sa prise en charge. Donc voilà, donc ça c'est les éléments résumés de comment se monte le plan. Donc c'est un document commun qui est numérique avec la trace des différentes phases d'élaboration. C'est des élaborations qui sont collectives. On verra par la suite, il y a un workflow de mise en place de ce PPS et qui commence par un bilan initial qui est collectif et qui doit être validé collectivement, qui est fait avec le patient. Donc c'est limité dans le temps, avec des actions qui doivent être réalistes et réalisables. On a 3 types d'actions qui sont des préventions, la réadaptation, la rééducation et la compensation, qui se définissent sous 3 types de plans, qui sont les plans d'accompagnement, plans de soins et plans d'aide. Voilà, donc ça c'est la personnalisation du PPS. En fait, on est sur une réelle attente, une réelle expression du patient ou de l'usager, et une réelle expression de l'entourage de l'usager qui doit intervenir donc dans la mise en place, dans la constitution de ce plan. Donc dessus, on va retrouver bien sûr les attentes du patient, on va retrouver ses projets à lui, comment il voit sa vie, comment il voit sa santé, comment il voit la suite de sa vie, et comment il voit comment ça peut s'améliorer pour lui, comment ça peut s'évoluer pour lui. On lui demande aussi ses préférences, on lui demande aussi sa priorité, et en fait à partir d'ici, on va arriver sur l'évaluation pluridisciplinaire, où il va y avoir donc l'usager qui participe et l'entourage qui participe pleinement. C'est une co-évaluation avec l'ensemble des intervenants, l'ensemble des participants qui pourront prendre en charge le patient. Il va y avoir donc cette synthèse pluridisciplinaire, pluriprofessionnelle, qui va être restituée à l'usager pour avoir son accord et sa pleine participation dans ce plan d'accompagnement.
Donc il y a une co-construction qui se fait à partir des problèmes qui ont été priorisés, des objectifs qui sont partagés entre les différentes équipes, et la mise en place d'une planification avec un référent du PPCS. Le suivi, donc, il va y avoir la mise en place des actions, la réalisation des actions, les différentes évaluations qui aboutit à une révision du PPS avec un ajustement du PPCS, avec un ajustement de celui-ci en fonction des résultats obtenus. Donc, j'ai fait un petit peu le détail de la proposition HAS. Donc, il y a un document HAS qui propose un PPCS, on va dire, standard, qui se présente de la manière suivante. Il y a toute la partie volet de la personne, donc qui est déjà prise en charge, qui est déjà couverte par les modules d'identité, la gestion des consentements, gestion de l'entourage, les données administratives, actuellement déjà dans l'outil de parcours. Il y a toute la partie les intervenants. Alors les intervenants, vu comment sont placés les intervenants au niveau de l'HAS, ça couvre aussi plusieurs éléments du dossier. En fait, ça dépend à quel moment on a besoin de cette information. Alors c'est l'équipe de prise en charge. Aurélie vous a montré qu'il y avait les coordonnées des personnes, tout ça. Donc ça c'est les premières parties du dossier. Et puis après il y a les personnes qui peuvent participer à l'élaboration, à la coélaboration du PPCS. Donc ça, dans le PPS, on a les intervenants du PPCS, et puis après il y a ceux qui interviennent réellement auprès des actions. Donc ça c'est quand on est dans les actions, on a déjà ces PPS. Donc ça c'est l'ensemble de ces informations-là sont couvertes aussi par le dossier à différents moments, au moment où on en a besoin. Donc c'est pas juste un tableau comme ça on énumère tout, mais c'est bien au moment où on en a besoin pour savoir qui fait quoi à quel moment pour la partie PPS. L'autre aspect de ce PPCS, c'est le volet recueil d'informations auprès de la personne et de son entourage. En fait, dans l'outil actuel, tout ce qui est le recueil d'informations se fait sous forme de questionnaire. Le questionnaire est paramétrable, on y met ce que l'on veut, on le présente comme on le souhaite. Donc toute la partie recueil d'informations auprès de la personne, quelque part, est déjà couverte. Il y aura sûrement besoin de paramétrage complémentaire, il y aura sûrement besoin d'adaptation des différents questionnaires, mais sur les différents parcours que vous avez, vous, auprès de vos usagers ou, comme l'a pu montrer Aurélie, il y a déjà des choses qui existent déjà, et le recueil d'informations se fait déjà. Les Mayas, quand ils vont sur place, quand ils vont au domicile du patient, ils remplissent déjà un certain nombre de questionnaires, ils remplissent déjà un certain nombre de documents. En fait, il faudra juste adapter ces documents-là s'il manque des questions. Alors, sur le test que nous, on a fait pour la partie Pays de Loire, hein, c'était avec Laure Maufray qu'on avait fait ça, la responsable de la partie parcours. En fait, le questionnaire qui était déjà mis en place sur les Mayas couvrait largement ce que nous proposait la HAS, et donc il y avait des informations complémentaires et supplémentaires qui étaient déjà prises en compte par les Mayas. Donc là-dessus, on ne se fait pas trop non plus de soucis, on saura faire évoluer les questionnaires s'il y a besoin. Pareil, hein, pour les informations qui concernent les problématiques, les projets de la personne, c'est pris en compte aussi par la partie PPS, où on met en place les actions, on met aussi en place, où on définit aussi les objectifs. Et donc cette partie-là est déjà prise en compte. Tout ce qui est... tout ce qui est en fait lié à la création du PPCS, à toute la partie administrative du PPCS. Donc c'est déjà en fait, lorsqu'on crée un PPS dans I2CM actuellement, on a déjà toutes ces informations-là. Il faut dire quel est le responsable, et il faut dire comment on va mettre en place ces informations-là, qui vont être les co-créateurs de ce PPS. Donc on a déjà toutes ces informations-là. La planification des actes et des intervenants, c'est le module même du PPS, on vous l'a montré, hein, il y a des actes, on peut lier des intervenants à des actes. Donc là-dessus, il n'y a pas de problématique. Les seules choses sur lesquelles, effectivement, je dis que c'est couvert qu'à 90%, c'est que pour l'instant, on ne met que les actions qui ont été définies par l'équipe de prise en charge. Dans l'idée de la HAS, il y a aussi des objectifs
pressentis et des objectifs exprimés par le patient. Donc on n'a pas encore cette notion on n'a pas encore cette distinction au niveau des objectifs. On ne peut pas dire que c'est un objectif exprimé ou un objectif ressenti. Donc il y a encore cette notion-là, il faudra qu'on rajoute dans nos produits. Et pareil, l'objectif pour l'instant, c'est un objectif unique au niveau du PPS. Or, il pourrait y avoir plusieurs types d'objectifs qui donneraient lieu à plusieurs types d'actions. Donc il y a encore cette différenciation-là à faire où il faudrait multiplier les objectifs. Mais voilà, grosso modo, on arrive à rentrer dans les demandes initiales qui est la planification des actions, la planification des intervenants et la traçabilité des différentes actions. L'HAS fait une préconisation de dire qu'il faut des nomenclatures sur les besoins, les actions et les objectifs, les actes pour pouvoir comparer les différents types de prise en charge entre différents parcours, entre différentes plateformes. Bon, voilà, donc l'idée quand même du PPS, c'est d'avoir un référentiel derrière. Lorsqu'on aura les nomenclatures officielles, on rentrera bien sûr les nomenclatures officielles, elles seront mises à disposition dans les outils. Pour l'instant, elles n'existent pas. Donc on répondra en fonction des besoins. Comme vous a montré Aurélie pour la partie Réucar, ils ont adapter eux-mêmes leur propre référentiel, sauf que c'est bien un référentiel, et donc chaque PPS qui est créé se base sur le même type d'action pour qu'on puisse après faire des analyses, suivi des indicateurs, suivi des actions et avoir des suivis homogènes pour qu'on puisse voir comment ils sont évalués les uns par rapport aux autres. La couverture donc des actions, donc ça c'est toute la partie évaluation des actions qui est déjà prévue dans le PPS où pour l'instant la seule chose qui est demandée par l'HAS c'est de savoir si il faut reprendre l'action, si l'action était en adéquation avec la situation du patient et donc si l'action a bien abouti, si on arrête l'action ou si on la replanifie. Donc on est sur les demandes pour l'instant à HAS. On répond à ces demandes-là. Donc grosso modo, donc, le PPCS qui est un plan de coordination entre les équipes qui doit être unifié pour tous les parcours qui rentre dans cet esprit de la santé, Ma Santé 2020 où on va avoir un parcours coordonné, unifié autour du patient. En fait, on arrive déjà à le couvrir avec les différents modules d'IDOCM, donc l'ensemble des différents modules. Donc, comme je vous ai dit, il y a encore quelques éléments à la marge sur les problématiques, les actions, les objectifs, les actions. Mais bon, ce sont des évolutions qui vont arriver petit à petit avec les évolutions du DPOA et on arrivera à couvrir l'ensemble de cette proposition HAS d'ici le début de l'année prochaine. Merci d'être venu. Merci Aurélie.